Merci beaucoup pour ce topo très complet. Et donc on va enchaîner par des questions. Et là, je pense qu'on va diminuer un peu le temps des questions parce qu'on a pris du retard. Et donc les questions s'adressent à tous les intervenants là, du début de matinée. Alors une question, il faut un micro. C'est plutôt une réflexion. L'article 37 du Code de déontologie disait il y a quelques années prendre en charge les souffrances de son malade. Maintenant, c'est marqué du malade. Alors, je ne sais pas si l'appropriation du « c'est mon médecin » et « c'est son malade », si ça ne crée pas une relation un peu entre les deux, parce que les médecins aiment avoir leur malade, mais ça pose de gros soucis des fois dans le fait de les redonner à d'autres spécialistes. Et les patients n'aiment pas trop changer de médecin non plus. Donc je pense qu'il y a une relation qui s'est inscrite là aussi. Et ça peut biaiser aussi la relation. Parce que si c'est quelque chose qui m'appartient, je peux en user peut-être. Cette question est très vaste. Et qui souhaite y répondre ? Y répondre, non. Donner un élément. Moi, je pense au contraire qu'actuellement, le malade n'est le malade de plus personne. Que tous les médecins sont incertains. D'ailleurs, pour preuve, à l'hôpital, quand on demande à un interne ou à un chef de clinique si il a eu l'avis d'un radiologue, il dit « j'ai appelé le radiologue et voilà ce qu'il m'a dit ». Et quand on lui dit « et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et qui est-ce ?» Il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a le radiologue, il y a l'interniste, mais c'est plus docteur X, docteur Y. Et pour les patients, c'est pareil. Avec la permanence des soins, les patients, quand ils viennent, ils tombent pas forcément sur leur médecin ou le médecin le plus habituel. Peut-être ne faut pas dire le médecin, leur médecin. Mais... Donc moi, j'ai l'impression du contraire. Il y a une dépersonnalisation. Il y a l'oncologue, il y a des équipes qui tournent, beaucoup plus du côté médical que du côté paramédical d'ailleurs. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'on ne s'approprie rien du tout quand on est médecin maintenant. Et c'est peut-être aussi un problème, mais ça, moi, je ne peux pas le dire, il faudrait l'étudier, mais vis-à-vis des patients qui, finalement, sont censés avoir un médecin référent, en oncologie en particulier, mais qu'ils ne voient pas chaque fois. Donc, moi, je vois les choses complètement différemment. Et pour moi, ce problème, justement, de l'absence de référence réelle, c'est-à-dire que le médecin référent, normalement, c'est celui qu'on doit pouvoir contacter quand on en a besoin. Or, c'est jamais le cas. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas à l'hôpital, hein, la ville, je ne peux pas parler, je n'y suis pas, mais à l'hôpital, on n'a plus ce lien, on n'a plus son médecin. On est soigné à Henri-Mondor, à Tenon, par l'équipe 2. Et pour moi, ça, c'est un problème, parce que c'est très difficile dans ces conditions-là, si on n'a pas un suivi, de pouvoir établir un lien, de pouvoir connaître l'autre, dans les deux sens, bien entendu. Et du coup, pour moi, ça, c'est un problème, et c'est un frein à la prise en charge correcte des patients sur des maladies chroniques, évidemment. Moi, je rajouterais justement que les capacités d'écoute des médecins étant très variables, hein, on l'a vu, et quand il y a un médecin justement qui a cette écoute chaleureuse, telle qu'on vient de la décrire avec les différentes méthodes, c'est encore plus, le contraste est encore plus violent avec les autres médecins. Et justement, là, ça va être encore plus cruel, je dirais. Voilà. Question. Bonjour, j'aurais voulu faire une petite critique à quelque chose qui me semble un petit peu récurrent, même un petit peu un cliché, sur le contact avec moi je suis médecin, les médecins lorsqu'ils annoncent des mauvaises nouvelles, quand on fait le rapport par rapport aux paramédicaux, le problème c'est que c'est le médecin qui doit annoncer la mauvaise nouvelle, il n'y a que lui. Et dans l'Antiquité, le porteur de mauvaises nouvelles, on le tuait, parce que, voilà.
Et d'une certaine façon, vous pourriez dire le temps de 2 étages en ascenseur, votre enfant est guéri, tout va très bien, le traitement est terminé, les gens vous trouveraient absolument formidable, alors que vous ne seriez même pas assis en face. En revanche, quand vous annoncez la mauvaise nouvelle, vous pouvez l'emballer comme vous voulez, c'est une mauvaise nouvelle, et vous êtes quand même quelqu'un de, pas de méchant, mais quelqu'un qui représente quelque chose de moche. Donc je trouve que c'est un petit peu facile. À la limite, je pense que les seuls médecins qui peuvent échapper à ça, c'est ceux qui ne sont plus dans le challenge de la guérison. En gros, moi je suis chirurgien, j'aurais adoré terminer en soins palliatifs pour n'avoir plus, être vraiment, effectivement, cette sensation, non pas d'apporter une piqûre, mais un bien-être, etc., ce qui est aussi un confort pour le soignant. Il ne faut pas croire... Autre chose, j'avais une autre petite remarque à faire quand vous parliez des récits, les récits les plus émotionnels qui étaient... les plus favorables. Pour moi, ça représente peut-être simplement que le fait que quelqu'un qui sait bien élaborer avec des mots est sans doute plus à même de distinguer souffrance, douleur, etc. et de bien repositionner les choses. Et enfin, pour tout ce qui est de l'écoute, je vais en rajouter un coup sur l'administration après l'histoire du Covid, mais voilà, c'est un petit peu compliqué de laisser en liberté son humanisme, dont je pense que nous l'avons la plupart en nous pour choisir ce type de métier, contrairement à ce que certains disent, parce qu'il y a eu non seulement la surabondance de technicité, mais il y a une surabondance de paperasserie, il y a le machin, l'accréditation, le service qualité, la traçabilité, le truc, et oui, quid du patient derrière, effectivement, ça devient un peu compliqué, mais je veux dire, c'est loin d'être un plaisir, c'est plutôt un ensemble de corvées qu'on nous impose et qui nous éloigne, en effet, de notre cœur de métier, je pense. Enfin, en tout cas, pour le truc des mauvaises nouvelles, là, c'est tellement un cliché redondant et que je trouve parfaitement injuste, donc je voulais le signaler. Alors, c'est amusant ce que vous dites, parce que c'est exactement la réflexion que j'ai faite au docteur Abgral tout à l'heure, quand Madame racontait son expérience personnelle difficile, hein, effectivement, et j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, de toute façon, quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer, elle pourra prendre la forme la meilleure, elle sera toujours mauvaise, et le reçu sera toujours très négatif. Et là, Madame Abgral m'a répondu quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Parce que je pense qu'effectivement, vous avez raison, la nouvelle en elle-même, le fait, est très difficile à entendre, mais que quand on met une forme et un lien et une attention particulière au moment où on l'annonce, elle sera probablement, peut-être pas, vous avez raison, peut-être pas, mais en tous les cas, la personne qui la reçoit recevra aussi l'attention que vous mettez à lui livrer cette mauvaise nouvelle. Et rien que de lui donner cette attention-là, le temps de s'asseoir, le temps d'entendre les difficultés, la souffrance, les pleurs, ça, c'est un plus. Voilà, c'était mon avis. Je ne sais pas si mes collègues à côté veulent réagir. Moi, je ne ferai que souscrire à ce qui a été dit. De fait, une interaction entre un médecin et son patient, c'est forcément la confrontation de représentation, c'est forcément la mise en place d'un dialogue, mais c'est au bout du compte la rencontre entre deux humains. Voilà. Et c'est ce qu'il faut finalement privilégier, c'est-à-dire considérer l'autre dans sa singularité et ne pas toujours le voir au travers de certaines grilles. Voilà. De toute façon, quand on est face au médecin qui annonce la mauvaise nouvelle, on suit de bord la mauvaise nouvelle, déjà, parce qu'on voit la tête du médecin, on sait bien qu'il ne va pas nous annoncer un truc extraordinaire. Mais, comme disait Madame la psychiatre, il y a la forme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les médecins sont toujours très pressés. Il y a des circonstances où ils doivent prendre le temps. C'est juste ça. Ils doivent prendre le temps d'écouter, de voir la personne, comment elle réagit. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Moi, je ne me suis pas évanouie, je n'ai pas pleuré. Il y a peut-être des gens qui ont besoin. Et moi, c'est d'une façon plus générale que je voulais évoquer la chose, parce qu'on n'est pas tous pareils, entre médecins et patients.
quand on est patient, on a un vécu, on a une famille, on n'en a pas, et ça peut être plus ou moins difficile d'accueillir une mauvaise nouvelle. Donc ce que je souhaiterais, c'est que les médecins prennent le temps de déterminer le patient, comment il va se sortir de la pièce, est-ce qu'il ne va pas s'effondrer. Moi, j'étais dans une chambre, j'étais à l'hôpital quand je suis allée en consultation pour m'annoncer voilà, les résultats de la NAPAT. J'y suis allée sans problème, j'ai eu un mal fou à rentrer dans ma chambre. Je veux dire, il n'y a même pas d'accompagnement physique. Et c'est ça que je mets en évidence. Après, moi, je ne critique pas les médecins. Je sais qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont pas je crois que c'est un manque de temps. Ce n'est pas un manque d'humanité ou d'empathie. Je pense qu'il y a le temps qui doit leur manquer, probablement. Et je pense que c'est fondamental quand même d'écouter les patients et de prendre le temps avec les patients. Je crois. Vous avez complètement raison. Et que aussi, j'ai une autre impression. Alors là, c'est pas l'annonce qu'on m'a faite, c'est après, quand j'étais face à l'oncologue. Alors là, c'était vraiment d'une froideur indescriptible. C'est-à-dire qu'à la limite, elle aurait pu me filer un livret en me disant, vous allez avoir le Taxol là, tac, tac, pendant 3 séances toutes les 3 semaines. Après, tac, ça sera ça. Bon, vous aurez des effets secondaires, évidemment, vous allez perdre vos cheveux, tac, tac, tac. Comme si c'était quelque chose de tout à fait bénin. Enfin, ça, la perte de cheveux, c'est pas le pire. Hein, mais ce que je veux dire, c'est l'oncologue qui prend même pas le temps de vous expliquer gentiment, je ne veux pas dire, elle va pas vous prendre dans les bras, on n'attend pas ça, mais au moins un peu d'humanité. Et je ne parle pas pour moi, parce que moi je suis en fin de traitement, je parle pour les patients à venir. C'est pour les patients à venir. C'est de ça dont je voudrais témoigner. Déjà, Et puis peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, madame, je partage bien évidemment complètement, le manque de temps, bien sûr, on n'a tous pas le temps. Mais je pense qu'au-delà du manque de temps, quand on se donne aussi, quand on donne une part de soi-même à son patient, c'est coûteux psychiquement pour les médecins. Les oncologues, ils font un travail extrêmement difficile, extrêmement douloureux, et je pense que c'est une forme de protection dont ils n'ont peut-être pas conscience, hein, mais probablement une forme de protection pour ne pas que ce soit trop coûteux personnellement. C'est comme ça que la nef, Et avec Elisabeth, ce qu'on essaye de faire quand on enseigne à nos étudiants, vous avez raison, on a tous un niveau d'empathie pour avoir choisi ce métier, mais les études sur l'empathie des étudiants en médecine montrent qu'au fur et à mesure des études, il y a une perte, une diminution de cette empathie. Et nous, effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est, comme disait Voltaire, c'est cultiver finalement ce jardin d'empathie de façon à ce que ils n'arrivent pas en tant qu'interne ou chef de clinique avec une terre brûlée au niveau de leur empathie. Et ça, c'est vraiment pas évident. Parce que, encore une fois, il y a quand même des métiers qui sont particulièrement coûteux psychiquement, mais quand on analyse un petit peu les choses, le coût finalement de cette protection, on peut le recevoir de la gratitude de nos patients par rapport à l'investissement qui peut nous paraître coûteux au départ, mais je vous assure que cette gratitude-là, elle n'a pas de prix. Donc elle vient finalement nous restaurer dans ce qu'on peut donner à nos patients. Une dernière question, oui, et merci. on terminera cette table ronde. Merci beaucoup. Je vais réagir sur plusieurs points, si vous permettez. La temporalité, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, quand j'entends un médecin qui dit qu'il n'a pas le temps, dire bonjour, c'est du temps, mais c'est en même temps une relation concrète, et c'est une relation de soins. C'est-à-dire que le soin commence déjà au niveau de l'accueil, comment je prends le patient et comment je l'accompagne. Donc dans la temporalité, si on marque toujours « je n'ai pas le temps », c'est déjà un refus de communication, donc forcément, c'est un refus de relation, et à un moment donné, ça va impacter la façon de prendre en charge. J'aime pas ce mot-là, je préfère prendre en soin, parce que justement, c'est un accompagnement. Dans une relation, dans la douleur, les patients recherchent beaucoup, c'est pas la technicité,
Et c'est compliqué parce que dans la technicité, on cherche toujours, comme vous dites, madame, à se cacher derrière des termes, parce que c'est des fois très dur. Et vous avez tout à fait raison. On le sent bien, nous, patients, que pour certains professionnels de santé, c'est dur d'annoncer. Mais l'annonce, elle est super importante, même si elle est néfaste. C'est parce que ça va conditionner pour la personne qui est malade, pour l'entourage aussi, comment elle a été accompagnée, comment on l'a accompagnée jusqu'au bout s'il faut. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'arrête sur la notion de technicité, mais vraiment revenir à l'essentiel, c'est la relation humaine avant la relation de soins. Non, hélas, on va arrêter parce que... Mais sinon, vous pouvez vous adresser en dehors de la réunion. Enfin, oui, tout à l'heure, on va faire la pause, justement. Et comme on a...